Une des signatures de Nighttech, c'est d'être en retard par rapport à l'actualité, et si j'ai l'iPhone 12 Pro depuis près de 2 semaines maintenant, il me fallait un petit peu de réflexion avant de pouvoir vous en parler. Et pour cause, c'est une année assez particulière. Si l'iPhone continue d'évoluer de façon très douce, progressive et itérative, certains allant jusqu'à dire qu'on est face à une nouvelle année S, et bien pour d'autres, il s'agit d'une véritable évolution qui a été introduite cette année, avec son lot de nouveautés qui font aller l'iPhone dans le bon sens. Vous regardez Nighttech, c'est Thomas, et aujourd'hui je vous livre mes propres premières réflexions autour des nouveaux iPhones. Alors déjà, laissez-moi commencer en disant à quel point la segmentation des iPhones me semble géniale cette année, autant d'un point de vue, le point de vue du consommateur tout simplement, que d'un point de vue marketing. Si vous cherchez un iPhone cette année, vous pouvez vous introduire timidement à l'écosystème d'Apple avec l'iPhone SE, rester conservateur avec un iPhone XR ou 11, et ensuite, vous avez les nouveaux iPhones. Vous avez un iPhone pour les fans de petits modèles haut de gamme, le 12 mini, ce qui est rare et qui m'a fait vraiment plaisir pour le coup. On est vraiment sur un format miniature avec un écran de 5,4 pouces quasi bord à bord. Il ne nous reste plus qu'à espérer qu'Android suive évidemment, mais même si personnellement je préfère les modèles un poil plus grands, c'est cool de voir que c'est une option qui perdure et qui est remis au goût du jour par Apple. Ensuite, vous avez l'évolution particulièrement convaincante de l'iPhone 11 avec le 12, qui certes voit son prix d'entrée augmenter d'une centaine d'euros, mais gagne un boîtier encore plus fin et racé, et surtout un écran OLED vraiment plus qualitatif, mieux défini, plus lumineux, avec des bordures plus fines. Personnellement, je pense que le jeu en vaut la chandelle à 909 euros, même si conserver un iPhone de taille standard à 800 euros, c'était cool l'an dernier, c'était quand même une bonne entrée dans l'écosystème. Mais bon, malgré ça, je pense que cette année, le sweet spot, c'est l'iPhone 12 standard en termes de rapport qualité-prix. Vous en voulez quand même un petit peu plus parce que vous êtes fan de technologie ou juste pour avoir le dernier modèle shiny? Pour 1150 euros, vous pouvez opter pour l'iPhone 12 Pro, mais puisque vous êtes là, pourquoi ne pas dépenser encore 100 euros supplémentaires pour avoir une meilleure partie photo avec le 12 Pro Max et bien sûr un meilleur écran, en termes de taille tout du moins. C'est très carré en termes de segmentation, il y en a pour tous les goûts et toutes les cibles, pour tous les budgets. On n'est jamais très loin du modèle au-dessus, ce qui marche très bien en termes de marketing, hein. C'est de l'upselling assez basique mais ça marche. Et effectivement, même si je trouve que l'iPhone XR commence à se faire un peu vieux, notamment en termes de design, je trouve que c'est quelque chose de très cohérent, on est sur une gamme lisible, il y en a pour tout le monde, bravo à Apple. Personnellement, cette année, je suis plutôt tombé dans la case Pro avec l'iPhone 12 Pro. L'iPhone 12 Pro cette année, c'est un boîtier en acier inoxydable brillant sur son pourtour, un dos en verre mat avec 4 coloris différents, un écran plus résistant Ceramic Shield, de la 5G, une puce A14, des améliorations en matière de photos et de vidéos, bref, vous avez tous vu les annonces je suppose. Alors déjà, venant d'un iPhone 11, la première chose qui m'a marqué à la prise en main, c'est pas tant le nouveau boîtier rectangulaire, que j'apprécie plus ou moins, mais plutôt à quel point cet iPhone 12 Pro est nettement plus petit que le 11. On conserve une même taille d'écran de 6,1 pouces, la différence n'est donc pas flagrante évidemment, mais la réduction des bordures et la suppression des arrondis du boîtier ne laissent plus ou moins que l'écran en façade, c'est agréable, immersif et plutôt cool, ça donne un air plus moderne à l'iPhone. De manière générale, la refonte du design est intéressante à étudier. Apple fait machine arrière et revient à une forme de design industriel plus prononcée avec des arêtes nettes et une forme de pavé qui rappelle celle de l'iPad Pro, mais plus encore celle de l'iPhone 5 et 4. J'aime beaucoup ce design personnellement, mais force est d'admettre que je ne sais pas s'il est objectivement meilleur que les arrondis des précédents modèles. Sur le 12 Pro, il faut reconnaître que la combinaison d'acier inoxydable et de tranches marquées donne un petit côté luxueux, ça évoque un petit peu le domaine de l'horlogerie. Bon, tant mieux vous me direz, étant donné que c'est un téléphone qui coûte quand même très cher, mais d'un point de vue ergonomie et intégration, je suis un peu mitigé, c'est vrai que les angles arrondis reposent tout de suite un peu mieux dans le creux de la main, et si l'industriel est beau à regarder, ce look n'a rien d'organique, il est même un petit peu froid à mon sens, à l'inverse de téléphones comme les Pixels de Google par ailleurs. On est vraiment sur du détail ici bien sûr, mais je pense que ce sont les petites choses qui sont constitutives du ressenti qu'on a avec un objet, surtout avec quelque chose de si important au quotidien qu'un smartphone. Tout ça c'est déjà très cool, même si évidemment c'est à vous de vous faire votre propre opinion sur le sujet, mais personnellement ce qui m'a fait m'orienter vers la gamme Pro cette année, c'est la partie photo et vidéo. En photo, l'iPhone 12 Pro gagne beaucoup en polyvalence en permettant le mode nuit sur tous ses capteurs, en gagnant en matière de captation de lumière, et l'argument choc pour moi ça a été la nouvelle fonctionnalité ProRes RAW. Pour tous ceux qui font de la photo un tant soit peu artistique, vous savez que le fait de prendre une photo ce n'est qu'une partie du processus, une autre partie très importante ça va être le développement de sa photo. C'est au développement qu'on impose vraiment notre signature au cliché qu'on vient de faire, et effectivement sur smartphone ça a toujours été un peu problématique étant donné que le RAW sur smartphone c'était des informations brutes issues d'un capteur vraiment très petit, c'était donc pas très intéressant à exploiter, alors que là Apple semble avoir trouvé un moyen effectivement de quand même ajouter une partie computationnelle à la photo tout en nous permettant d'avoir une certaine latitude en matière de post-production. C'est très intéressant et je voulais vraiment tester ça, même si du coup j'ai dépensé 250 € de plus que pour l'iPhone 12 pour une feature qui n'est toujours pas sortie. D'autre part, l'iPhone 12 Pro est assez intéressant pour ceux qui veulent faire un petit peu de vidéo, étant donné qu'il permet de filmer en 4K 60 fps en Dolby Vision, ce qui est vraiment un
impressionnant étant donné que j'ai en tête aucune caméra grand public qui permette de faire ce genre de choses. J'ai hâte de voir comment je vais pouvoir exploiter ça comme caméra d'appoint, mais bon, comme d'habitude, c'est pas ma spécialité les tests de photos, j'imagine qu'il y en a d'autres qui l'ont déjà beaucoup mieux fait. A l'inverse, en termes de fonctionnalités plus générales, disons que certes, il y a pas mal de nouveautés cette année, mais les fondamentaux de l'expérience qu'on a avec un iPhone restent plus ou moins les mêmes, il n'y a pas vraiment matière à upgrade si vous avez un iPhone récent. Pour ma part, il y a quand même eu un petit wow factor en découvrant cet iPhone, étant donné que je suis passé de la gamme standard à la gamme Pro. Alors forcément, niveau écran, c'est sûr que l'OLED Super Retina XDR, ça claque tout de suite, toute la plage de couleurs est vraiment sublimée par l'OLED. Et c'est vrai qu'après quelques semaines passées chez Samsung avec le Galaxy Note 20, avec les Fold, l'IPS c'était bien, mais voilà, c'était quand même un petit cran en dessous en termes de rendu. Petit défaut que j'ai remarqué sur ce nouvel écran OLED de 6,1 pouces, comme le format est entièrement nouveau avec une nouvelle résolution, pour l'instant la plupart des applications vont s'afficher au format classique de 5,8 pouces et elles vont simplement s'étirer pour occuper tout l'espace de l'iPhone 12. Concrètement, l'iPhone 12 Pro affiche donc moins de contenu à l'écran que mon précédent iPhone 11, ce qui forcément retire un peu d'intérêt au truc, mais bon, j'espère qu'on va voir des mises à jour pour corriger tout ça. Par ailleurs, je suis vraiment content que cette fonctionnalité, que ce nouvel écran soit démocratisé et accessible dès l'iPhone 12 mini désormais. Quand on dépense 800€ et plus dans un téléphone, c'est vrai que c'est cool d'avoir un très bon écran, et évidemment, vous le sentez venir, j'ai dit un très bon écran, mais je n'ai pas dit 120 Hz ni ProMotion. Vous le savez sans doute si vous êtes abonné à Nightech, autant j'admire les technologies novatrices, autant in fine je vais plutôt avoir tendance à me diriger vers ce qui est optimisé et fiable, plutôt que vers ce qui est neuf et expérimental. J'apprécie donc qu'Apple ou encore Google avec ses pixels prennent cette voie-là, mais ici, il faut reconnaître qu'en 2020, il y a beaucoup de smartphones Android qui adoptent le 120 Hz, tout en proposant une qualité d'image au niveau de celle d'Apple, Samsung et OnePlus pour ne citer que, sachant qu'ils réussissent même à proposer une autonomie convenable en plus de ça. Bien sûr, sur des smartphones compacts, voire carrément mini comme les propose Apple, arriver à obtenir une bonne autonomie avec du 120 Hz, c'est plus compliqué, mais disons quand même que la pomme prend un petit peu de retard ici. Mais bon, l'iPhone garde pour lui son optimisation logicielle et effectivement, il sait toujours faire preuve de fluidité et de célérité, quels que soient les usages. C'est d'ailleurs là qu'intervient la nouvelle puce A14 Bionic proposée par Apple qui se veut 20% plus rapide que la 13 qu'il vient remplacer, tout en étant gravée en 5 nanomètres. Concrètement, c'est vrai que je sens une certaine hausse de fluidité et de rapidité, mais on n'est pas sur une révolution, pas de quoi passer d'un iPhone 11 à 12 en tout cas. Peut-être que la différence se fera sentir dans quelques années, plus qu'autre chose évidemment, mais là où cette puce doit aider, c'est surtout dans l'efficacité énergétique, j'ai l'impression. Avec sa batterie inférieure à celle de l'iPhone 11 en termes de taille, de l'ordre de quelque chose comme 10% il me semble, sachant que cet iPhone a un écran de plus haute résolution, mais une batterie plus petite que celle de mon iPhone 11, tout de suite ça m'a fait un petit peu peur, mais j'ai été plus ou moins rassuré ces derniers jours. J'ai l'impression que la batterie du 12 Pro a tendance à se décharger un poil plus vite pendant la veille, mais à l'usage on se retrouve au final avec quelque chose de très similaire. C'est plutôt positif, j'ai pu utiliser l'iPhone que quelques jours et sur le réseau 4G évidemment, pas de scandale à ce niveau-là en mon sens, même si je sais pas ce qu'il en est si vous venez d'un iPhone 11 Pro, peut-être que le downgrade se fait un petit peu plus sentir, qui sait. En parlant de batterie, chose qui a fait couler beaucoup d'encre, oui, Apple ne propose plus de chargeur dans la boîte, je pense qu'on s'est déjà tous fait notre avis sur la question, mais bon. Déjà, il faut souligner que oui, ça permet à Apple de proposer une boîte beaucoup plus petite et compacte que par le passé, ça doit être effectivement plus facile à transporter et donc rejeter moins de CO2, ça peut être intéressant à faire d'ores et déjà. Et à part ça, nous autres Français, il faut souligner que oui, on n'a pas droit au chargeur comme tout le reste du monde, mais on a des écouteurs grâce à la législation. Ma vision des choses est qu'effectivement, à court terme, c'est ultra relou, surtout pour les gens, surtout pour le grand public en fait, qui n'a pas forcément de chargeur USB type C sous la main, mais à moyen et long terme, une fois que tout le monde sera équipé, c'est vrai que ça va permettre de générer moins de déchets électroniques, donc même si effectivement selon l'enquête de The Verge c'est quelque chose d'assez mitigé, ça dépend de la gestion de la logistique du côté d'Apple, ça reste en mon sens quelque chose qui est positif, évidemment. À défaut de fournir un chargeur, Apple en propose un nouveau par ailleurs, le fameux chargeur MagSafe. C'est assez curieux de recycler le nom des anciens chargeurs de MacBook d'ailleurs, étant donné que l'intérêt de ce dispositif n'est clairement pas le même que celui des MacBook. En utilisant un système d'aimant circulaire, le chargeur MagSafe propose d'améliorer la fiabilité de la recharge sans fil, le tout en rendant compatible l'iPhone avec toute une sélection d'accessoires aimantés ou avec votre porte de frigo si vous voulez accrocher votre iPhone au frigo, mais qui fait ça j'ai envie de dire. Plutôt cool, les aimants sont une idée intéressante pour venir corriger l'éternel défaut de l'alignement avec la recharge sans fil, chose qu'essayait aussi de résoudre l'AirPower. C'est le truc qui me détournait de la recharge sans fil personnellement, il y a vraiment rien de pire que de se réveiller avec un téléphone qui n'a pas chargé et qui en plus a chauffé toute la nuit étant donné qu'il était mal aligné, mais je sais pas, c'est plus vraiment de la recharge sans
fil, là, on a plutôt l'impression qu'Apple essaie de remplacer le port Lightning que la recharge sans fil, tout simplement. J'attends de voir si je réussis à m'y faire et si je l'utilise au quotidien, si ça a des avantages ou pas. Pour le moment, je dois dire que c'est un système qui est certes très fiable, mais j'y trouve pas énormément d'intérêt, pour être honnête. Voilà, force est de constater qu'avec cet iPhone 12, j'ai quand même l'impression qu'il y a une réelle évolution avec des nouvelles features qui sont assez intéressantes à découvrir et l'apport de la 5G qui devrait être activé d'ici décembre. À voir, on verra bien sur Paris si je réussis à trouver quelque chose pour le tester. J'ai hâte de vous livrer mon test d'ici quelques semaines, une fois que j'aurai plus de recul et que l'effet nouveauté sera retombé. Et en attendant, comme d'habitude, vous savez quoi faire les gens. Si cette vidéo vous a plu, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage, c'est grâce à vous que la chaîne continue à grandir. C'est vraiment quelque chose de super et je vous en remercie très clairement. Et moi je vous dis à la prochaine, tout simplement. Allez, salut!